s'appelait Les vivants et les morts. Donc, il y avait un premier tome qui n'a jamais été écrit. La ferme des animaux constituait le deuxième volet. Et le troisième et dernier, c'était Le dernier homme. La fin, c'est la fin. On a tout détruit. « 1946. Londres n'est plus qu'un champ de ruines. George Orwell fuit la capitale et embarque sur un ferry. Direction l'île de Jura, en Écosse. Une terre pelée et austère, cernée par les rochers et peuplée de cerfs, qui deviendra son refuge d'écriture. Un lieu insaisissable, écrit-il, où il va s'atteler à la rédaction de son grand œuvre. À 1000 lieues du confort ouaté d'Aldous Huxley, il emménage dans ce cottage isolé à Barn Hill. 4 murs, une machine à écrire, du tabac. Orwell n'a plus rien à perdre. Sa jeune épouse Eileen vient de mourir des suites d'un cancer. Il se retrouve veuf et père d'un jeune garçon adopté, Richard, 3 ans. Richard Blair vit aujourd'hui à Long Islington, dans le centre de l'Angleterre. Quand on était dans la maison, vous pouviez entendre les tap-tap de la machine à écrire de mon père, dans sa chambre à l'étage. Chaque soir, sa jeune sœur Avril montait lui porter une tasse de thé. Et il était là, dans sa chambre, avec un chauffage à huile qui faisait beaucoup de fumée. Les fenêtres fermées, et il fumait comme un pompier. Il était vraiment un très gros fumeur. À 44 ans, Orwell souffre de la tuberculose. Il sait que son temps est compté. Alors il tape sur le clavier à longueur de journée et fume comme un sapeur jusqu'à en cracher ses poumons. Il travaille dans son lit déjà parce que le médecin lui a dit vous bougez pas de votre lit, ça suffit les bêtises. Il tousse, il a des pneumonies à répétition, il crache du sang, enfin il est malade quoi. Alors il n'avait pas trouvé de dactylo à Jura, évidemment, loin de tout. Il n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait dactylographier son texte et c'était lui qui le faisait. Donc vous imaginez les énormes machines à écrire qui devaient peser 15 kilos et il avait ça dans son lit et il tapait à la machine, ça n'a pas dû arranger sa santé. Et je pense qu'il était il a travaillé dans un état. Je pense qu'il travaillait tout le temps. Il était pressé d'écrire ce texte. Il avait toutes ses idées en tête et c'était une course contre la montre. 1984 décrit un monde scindé en 3 blocs qui se livrent une guerre perpétuelle. La population est maintenue dans le dénuement, sous l'œil menaçant de Big Brother, incarnation d'un pouvoir répressif, bureaucratique et omniscient. Dans ce décor en post-apocalyptique, il y a un personnage qui s'appelle Winston, qui a 39 ans, qui a un ulcère variqueux à une jambe, qui est un peu malingre, un peu mal dans sa peau, quelque peu dépressif ou subdépressif, et qui, depuis des années, d'un monologue intérieur qui le tourmente, se pose des questions qu'il ne devrait pas se poser. Ce n'est pas un dissident, ce n'est pas un révolutionnaire, comment le pourrait-il? C'est un inadéquat. Ainsi commence l'histoire. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque dont il put se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Rien n'était bon marché et abondant, à part le jean synthétique. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation. La sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Personne n'a jamais mieux compris, je pense, le fonctionnement des systèmes totalitaires, mais aussi pas seulement le fonctionnement, mais les principes philosophiques qu'il y a derrière, comme George Orwell.
D'emblée, dès les premières pages, il nous met dans un univers qui est terrifiant. Les gens vivent dans des conditions misérables, ce télécran qui les surveille en permanence, et puis dans son ministère, les gens qui disparaissent comme ça subitement, où vient-elle, et puis le silence, personne même ne remarque qu'il a disparu. George Orwell nous fait prendre conscience de notre propre peur pour réagir, comme donc un levier pour nous amener à nous révolter, mais absolument. Quand on lit ce roman, il est écrit au scalpel. La première partie du roman, qui est, je dirais, la partie d'exposition, qui nous fait connaître cette société et la place que Winston y occupe, est particulièrement froide, glacée. La deuxième, qui est la rencontre avec Julia et la découverte du sexe et de l'amitié, et pourquoi pas de l'amour, celle-là a des moments lyriques. Dans l'ancien temps, un homme regardait le corps d'une fille, il le trouvait désirable, et l'affaire était faite. Mais aujourd'hui, plus d'amour pur, plus de désir pur, il n'y a plus d'émotion pure. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance, une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. Orwell a pensé que l'amour est un moyen, offre une alternative à l'absurde, etc., et peut-être un moteur de révolte et de révolution très intéressant. Et c'est comme ça, tout le roman de George Orwell est bâti sur ça. Un jour, la découverte de Julia, l'amour, et là, voilà la nouvelle fantasmagorie. L'amour vaut bien tous les sacrifices, Paris vaut bien une messe. Donc, et l'amour l'amène donc dans la dissidence. L'amour est interdit dans la caste à laquelle il appartient. Eh bien, il aime, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il sort d'un univers, il rentre dans un univers qui vont s'opposer jusqu'à la mort. Je ne suis pas satisfait du livre, mais je n'en suis pas absolument mécontent. Je pense que l'idée est bonne, mais j'en aurais tiré un meilleur parti si je n'avais pas été malade. 1984 est publié le 8 juin 1949. Malgré ses doutes, le roman s'impose immédiatement comme un chef-d'œuvre. Winston Churchill racontera l'avoir lu 2 fois. Et Big Brother deviendra pour des millions de lecteurs la figure ultime du totalitarisme. État totalitaire broyant l'individu contre société de contrôle pourvoyeuse d'un bonheur et de plaisirs superflus, tout semble a priori opposer les univers d'Aldous Huxley et de George Orwell. Et pourtant, un lieu à 40 km de Londres a réuni les 2 hommes à la fin des années 1910. Une enclave hors du temps, fabrique des élites de l'Empire britannique, le prestigieux collège d'Eton. Ils se rencontrent dans cette salle de classe en 1917. Huxley sur l'estrade, Orwell derrière un pupitre, le maître et l'élève. Aldous Huxley connaît par cœur ses murs et les graffitis qui ornent les tables. Il y a suivi sa scolarité, comme tous les membres de la haute société britannique. Il y revient désormais comme professeur de français suppléant. Le jeune Eric Blair, le vrai nom de George Orwell, n'appartient pas à cette caste. À 14 ans, il obtient une bourse pour intégrer cette société d'héritiers qui lui est totalement étrangère. Pour ce fils d'un petit fonctionnaire de l'administration des Indes en charge du commerce de l'opium, la découverte de cet univers constitue un choc. La plupart des garçons scolarisés à Eton venaient de familles très riches. Leurs parents roulaient dans des Rolls et des Bentley. Ils étaient ducs, comtes, etc. C'étaient des gens extrêmement riches qui dirigeaient le pays. Mon père disait toujours que sa famille était de la haute moyenne basse société. Pour expliquer cela, haute société car c'est ce à quoi ils aspiraient, classe moyenne car c'est de là dont ils venaient, et classe inférieure car ils n'avaient vraiment pas d'argent. Plutôt que de se fondre dans les traditions du collège, Orwell se passionne pour le roman noir. Il s'initie à la magie vaudou pour se venger d'un élève qui le harcèle. L'enfant sage
se mue en adolescent rebelle. Seul le professeur Huxley capte son attention, bien malgré lui, car l'enseignant traîne son spleen à Eton. Lui qui rêvait d'une vie de romancier a été contraint d'accepter ce poste quand son père lui a coupé les vivres. C'était un désastreux professeur qui avait aucune autorité, qui était incapable de faire régner l'ordre, mais Huxley a mis vraiment l'amour de la langue et des mots dans les oreilles de ses jeunes élèves, et ça je pense que c'est un apport qui est resté. Au contact du professeur Huxley, le jeune Orwell découvre Zola, Maupassant, Anatole France. Il écrit de la poésie et collabore au journal de l'école. La littérature, l'écriture deviennent pour l'adolescent récalcitrant un moyen de se faire une place dans le monde. Même s'il ne travaillait pas à Eton, il était capable de tenir une conversation intellectuelle avec n'importe qui, car il était très cultivé. Il passait le plus clair de son temps à lire. Il a lu tout ce qui était à sa disposition. Et cette étincelle qui lui a donné envie d'écrire est certainement née à Eton. Aucun des deux ne se plaît à Eton. Orwell accumule les mauvais résultats et décide de ne pas poursuivre ses études. Après 2 ans d'enseignement, Huxley démissionne de son poste. Il désire se consacrer pleinement à l'écriture, en finir avec ce qu'il appelle sa constipation poétique. L'univers clos et oppressant d'Eton servira de source d'inspiration aux 2 écrivains. Il façonnera leur vision du futur, celle d'un monde cloisonné, immuable, hiérarchisé en société de caste où nul n'échappe à sa condition. Dans son roman, Huxley imagine ainsi une usine à bébés. Y sont produits d'un côté les alphas, l'élite physique, intellectuelle et politique du meilleur des mondes. De l'autre, les epsilons, masse ouvrière fabriquée à la chaîne suivant les techniques du clonage. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Le principe de la production en série, enfin appliqué à la biologie. C'est ça, Huxley. Huxley, c'est de dire, voilà, au lieu de vivre mal le déterminisme social qui est inhérent à nos sociétés, ce qui n'est pas totalement faux, on va biologiser l'éthos. C'est-à-dire, en gros, vous vouliez être directrice de mode, vous vouliez être boulanger, etc. Dès le début, ça sera réglé, cette histoire. Et donc, comme ça, on évitera que les uns et les autres aient des envies autres, alors qu'ils ont un chemin clair et ils doivent s'y tenir. Donc ça, effectivement, ça peut être ressenti comme une dystopie délirante ou une utopie, puisque les gens n'auront même plus la possibilité de conscientiser leur servitude volontaire. Cette question d'une société prédéterminée selon des critères génétiques suscite de vifs débats au sein de la famille Huxley. Son frère, le biologiste Julian Huxley, est partisan d'un nouvel eugénisme qui viserait à améliorer l'être humain. Une idée à la fois répugnante et fascinante pour le romancier. Vous avez un couple absolument détonnant entre ces 2 frères, l'un qui va penser la version rationnelle totale, biologisante, eugénisante, entre guillemets, d'un côté, et puis l'autre qui va tenter par l'absurde, par la fiction utopique, mais qui est presque dystopique, de venir contrer cette idée-là. Et donc vous avez 2 frères qui, à l'intérieur même de leur nexus familial, de leur nœud familial, sont en train d'organiser la querelle future de l'humanité. Les États-Unis penchent aujourd'hui du côté des idées de Julian Huxley. Certains médecins ont même sauté le pas de l'eugénisme et proposent des bébés sur mesure. En Californie, au Fertility Institute de Los Angeles, le meilleur des mondes est devenu une réalité. Le Dr Steinberg fabrique des alphas sur commande. Nous avons actuellement 7000 embryons dans ces cuves, et nous savons tout de chacun d'entre eux.
de qui ils viennent, quand ils ont été produits et où ils iront. C'est dans ces cuves que le docteur Steinberg cultive les humains de demain. Ici, pour 20 000 $, des parents peuvent venir s'offrir la progéniture de leurs rêves. Ce que je suis en train de faire, c'est de la chirurgie sur un embryon humain. J'extrais quelques cellules pour analyser l'ADN et tout connaître de cet embryon. Jeffrey Steinberg aurait répertorié plus d'1 millier de facteurs génétiques, déterminant non seulement la santé de l'enfant, mais aussi ses caractéristiques physiques. À partir de ces données, il dit pouvoir sélectionner un embryon qui répond aux désirs de ses clients. 400 futurs parents font appel à lui chaque année. La première chose que les parents demandent, c'est une fille ou un garçon. La deuxième chose, c'est la couleur des yeux. La troisième, c'est la taille. Les gens grands veulent des enfants plus petits. Les plus petits, des enfants plus grands. Les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. On a des demandes assez folles sur la taille ou certaines caractéristiques pour devenir un bon joueur de football, une bonne danseuse, un bon chanteur, un bon athlète. Des demandes incroyables pour différentes choses. Évidemment, on n'a pas encore toutes ces possibilités. Nous avons repensé notre technologie. Il y a encore plus matière à s'amuser. La conception d'êtres humains sur mesure représente aujourd'hui un marché colossal. En 2020, la filière devrait rapporter jusqu'à 20 milliards $. De quoi craindre l'avènement d'une nouvelle société de caste ? Dans le futur, il y aura plusieurs genres d'êtres humains. Et certains seront supérieurs d'une manière ou d'une autre. Si les riches ont accès à ces technologies en premier, alors leurs enfants seront des dieux par rapport à nous autres. C'est ce que les rois dans les anciennes sociétés disaient. Ils disaient que leurs enfants étaient meilleurs. C'était un mensonge, mais cette fois, ce sera vrai. Après leur passage à Eton, les deux écrivains empruntent des chemins opposés. En 1927, pendant qu'Aldous Huxley coule des jours heureux en Italie, George Orwell revient de Birmanie, où il a passé 5 ans dans les rangs de la police coloniale de l'Empire britannique. Quand il est rentré, il a dit à ses parents qu'il voulait devenir écrivain, ce qui les a agacés. Ils lui ont dit « Pourquoi as-tu abandonné un très bon travail de policier en Birmanie, bien payé, pour devenir un écrivain sans le sou ?» En d'autres termes, tu entraînes la famille vers les tréfonds où tu sembles vouloir aller. C'est une des raisons pour laquelle il a changé son nom. Eric Blair est devenu George Orwell pour protéger sa famille. Il écrit plusieurs romans, il a beaucoup de mal à se faire publier au départ, donc il a des débuts un peu difficiles, mais en même temps il s'en accommode aussi parce que c'est son choix de vivre au plus près de ceux qui sont finalement les victimes du système. Assez vite, il a quand même développé cette idée que c'était du prolétariat que viendrait la solution et la révolution, et qu'il valait mieux être de ce côté-là, finalement. Les années 30. Une période charnière dans la vie des deux écrivains. Si Huxley s'inquiète de la montée en puissance des extrêmes, il se tiendra toujours à l'écart de toute forme d'idéologie. George Orwell, lui, est un militant socialiste chevronné qui voit dans la révolution sociale espagnole un espoir de changement. En 1936, il part à Barcelone se battre contre les forces nationalistes de Franco. L'écrivain rejoint les rangs du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qu'il décrit comme une sorte de microcosme de la société sans classe. Et ça le ravit, parce que lui qui pensait que c'était pas possible, que la société était irrémédiablement découpée en classes sociales infranchissables, là tout le monde se mélange. Et il se dit, donc c'est possible. Et il y a un fol espoir en fait qui naît de ces journées. Donc il part d'abord sur le front d'Aragon. Ils sont bien contents de le récupérer parce que lui, au moins, il a une formation de militaire, hein, donc il sait manier un fusil. Donc il devient instructeur, en fait, parce qu'il y a des tas de jeunes gens qui n'ont jamais manié une arme de leur vie. Et bon, on se bat hein, sur le front d'Aragon. C'est pas, on colle pas des affiches, hein, on tire des coups de fusil. Donc il devient instructeur. Et puis Orwell, il aimait bien se bagarrer. Hein, c'était un peu dans son tempérament.
Et là, il est blessé, il prend une balle dans la gorge. Alors ça, c'est complètement incroyable. Une balle lui traverse la gorge. Et aucun organe vital n'est touché. Il est juste blessé au larynx, ce qui va lui donner une extinction de voix qui va durer quelque temps. Et puis après, je pense qu'il va conserver dans sa voix un petit voile qui va lui rester toute sa vie. Trahi par Staline et le Parti communiste, qui ne veulent pas d'une révolution en Espagne, Orwell et ses frères d'armes sont menacés. En juin 1937, l'écrivain anglais doit quitter à la hâte la Catalogne pour échapper à la prison. À son retour à Londres début juillet, son rêve d'une révolution fraternelle et libertaire s'effondre quand il découvre les informations mensongères diffusées par la presse communiste. La notion même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde. À toute fin utile, le mensonge sera devenu vérité. Les injonctions qu'on trouve dans 1984, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, l'amour c'est la haine. À travers ces inversions de sens, Orwell rend bien compte de cette perversion des régimes totalitaires qui utilisent le langage en vidant les mots de leur substance et en la remplaçant par l'exact contraire. Cette manipulation du langage est commune aux deux romans, tout comme la falsification de l'histoire. S'inspirant du ministère de l'Information du Royaume-Uni, où travaillait son épouse, Orwell invente dans 1984 un ministère de la vérité, qui s'occupe de tronquer l'information. Son héros, Winston Smith, y travaille, et a pour tâche de réécrire les faits historiques pour qu'ils correspondent à la ligne perpétuellement changeante du parti. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Rejeter le témoignage de ses yeux. Une idée reprise quasiment mot pour mot et parfaitement assumée par Donald Trump à Kansas City, dans un discours face aux vétérans américains. Et rappelez-vous juste, ce que vous voyez et ce que vous lisez n'est pas la réalité. Ce qu'il dit dans ce discours incroyable, c'est que vous ne pouvez croire personne. Vous ne pouvez croire que moi. Je suis Big Brother. Je suis votre seul ami. C'est tout droit sorti de 1984. Phelim McMahon est le directeur du Human Rights Center de Berkeley, la crème des universités californiennes. Chaque année, il forme plus de 100 étudiants à débusquer la vérité dans le flot ininterrompu d'informations contradictoires et mensongères qui se déversent aujourd'hui sur la planète. Orwell craignait ceux qui nous priveraient d'informations. Huxley craignait ceux qui nous donneraient tellement d'informations que nous serions réduits à la passivité et à l'égoïsme. Dans un monde, vous avez des gens qui veulent éliminer les faits. Dans l'autre monde, un système qui dit que les faits ne comptent pas. On voit aujourd'hui ces deux mondes dans le discours des gens au pouvoir. Ils essaient de nous dire que les faits ne comptent pas, en même temps qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de faits. Le cours magistral terminé, Phelim McMahon passe aux travaux pratiques avec des élèves de première année, Monica, Harry et Nikki. Il leur montre comment les mécanismes de propagande les plus grossiers sont toujours d'actualité. Je vais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas un fake. Il s'agit de sources de confiance.
We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But the sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media Sur des dizaines de chaînes de télévision locales de Sinclair Broadcast, géant des médias américains, des journalistes ont répété, durant plusieurs semaines, un monologue dicté par leur patron, étroitement lié à l'administration de Donald Trump. Un exercice de propagande vu par 38% des ménages américains. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Bon, les amis, je vous demande, qu'en pensez-vous? Nikki, Harry, Monica, dites-moi. Moi, je me demande pourquoi ça s'est produit sur des chaînes d'information locales. Pourquoi est-ce qu'on leur a fait répéter ça là? Parce que ces chaînes d'information sont accessibles à chaque foyer et que tout le monde regarde les infos locales? Politiquement parlant, la manipulation de l'information est plus importante que jamais pour garder le pouvoir. La tactique est de désorienter les gens, de leur faire refuser la vérité qu'ils voient pourtant de leurs propres yeux. Le rapport des politiques à la langue aujourd'hui, il est... Alors encore une fois, je vais être trop caricatural. Et donc, je m'en excuse déjà. Mais il est assez désastreux. Qu'est-ce qui fait la démocratie? Qu'est-ce qui fait l'état de droit? C'est précisément un rapport préservé à la qualité de la parole. Pourquoi? Parce que l'état de droit considère que le premier outil de régulation dans la démocratie, c'est la parole. C'est pas la violence. Et donc la parole, pour qu'elle soit régulatrice, il faut qu'elle soit identifiée comme viable, comme honnête. Believe me, believe me, believe me. Parce que sinon, vous dévitalisez le pouvoir performatif de la parole. Et donc, résultat, vous faites d'une parole qui, à un moment donné, est identifiée comme étant rien. Ça ou autre chose, c'est rien. Et donc, résultat, hop, on va directement vers ce qui va réguler la violence. La violence, l'hypersécurité, l'hyperordre, etc. Donc, préserver en démocratie le rapport qualitatif à la parole, c'est un enjeu politique. Propaganda to confuse, divide, soften up their intended victim. Aussi surprenant que cela puisse paraître, George Orwell a lui-même été un rouage de la machine à trafiquer l'histoire. En 1941, il est correspondant pour la BBC, en charge de la propagande vers l'Inde, qu'il doit convaincre de participer à l'effort de guerre contre les nazis. Il s'exécutera sans sourciller durant 2 ans, avant de démissionner. J'ai l'impression que si je retourne à ma vie de journaliste et d'écrivain, je serai plus utile que je ne le suis à présent. Pendant la guerre, les trajectoires des 2 écrivains se croisent à nouveau. George Orwell découvre le roman de son ancien professeur et s'empresse d'en rédiger une critique acerbe. Le meilleur des mondes de M. Aldous Huxley était une bonne caricature de l'utopie hédoniste. Le genre d'événement qui semblait possible et même imminent avant l'apparition d'Hitler, mais qui n'avait aucun rapport avec le futur tel qu'il se dessine. Voilà qui est bien. Ce vers quoi nous nous dirigeons en ce moment ressemble davantage à l'Inquisition espagnole, ou probablement bien pire, grâce à la police secrète. Il y a très peu de chances d'y échapper à moins de pouvoir rétablir la croyance en la fraternité entre humains. Je comprends qu'Orwell, durant la Seconde Guerre mondiale, vers 1940, se soit montré agacé vis-à-vis de la vision d'Huxley, qu'il trouvait un peu trop intelligente, trop complaisante avec la montée d'Hitler. Il considérait Huxley comme un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Huxley ne prend pas la peine de répondre. Ce qui n'empêchera pas Orwell de lui faire parvenir un exemplaire de son roman 1984. Espère-t-il le convaincre du bien fondé de sa vision? Aldous Huxley reçoit le livre de son ancien élève en Californie, où il vit depuis 1937. Cette fois, il adresse une lettre à Orwell. D'ici la prochaine génération, je pense que les leaders mondiaux découvriront que le conditionnement des enfants et que l'hypnose sous narcotique sont plus efficaces en tant qu'instrument de gouvernance que les matraques et les prisons.
Et que la soif de pouvoir peut être tout aussi bien satisfaite en suggérant au peuple d'aimer sa servitude, plutôt qu'en le frappant et en le flagellant pour qu'il obéisse. En d'autres termes, je sens que le cauchemar de 1984 est destiné à moduler le cauchemar d'un monde ressemblant plus à ce que j'ai imaginé dans le meilleur des mondes. Allez. Jamais les deux auteurs ne parviendront à trouver un terrain d'entente. De la vidéo qui tourne George déjà. Orwell aura juste le temps de... Mais non, personne te verra. Tu penses quoi du Capitole et de Joe Biden? Je pense quoi? Je pense que tout ça, c'est de la mascarade. Si tu peux démontrer ça, tout républicain, tout gouvernement d'Amérique, faut essayer d'acheter à partir de là. Faut dire qu'ils ont raison, ça, d'aller prendre des capitales. Ah, pareil, pareil. Elle est vraiment morte, à ton avis? Elle est vraiment morte, la nana, là, à ton avis? Apparemment, il y a eu une blessée par balle, quoi. Blessure mortelle, relayée par l'AFP. C'est passé dans les médias? Je sais pas, j'ai lu que 3 conneries sur Google, quoi. Bah, si c'est passé dans les médias, c'est pas passé dans les médias, c'est que, ouais, c'est réel. À voir, faudrait... Mais elle est morte, l'infirmière, ou pas? Parce que dans les médias, ils disent qu'elle est pas morte, hein. Du moment que ça parle du système, on peut pas la faire. Bon, t'es toute timide, tu veux que je coupe l'enregistrement? Moi, je pense que Trump va passer. Ah, tu penses que Trump, il va passer, toi? Et que s'il passe, on est tous sauvés. Ah, tu crois qu'on est tous sauvés s'il passe, en plus? S'il passe, il va s'apprendre de l'OMS. S'il passe, il va vacciner tout le monde à la thérapie génique, quoi. De toute façon, l'autre aussi, hein, c'est pire. En fait, les deux, c'est la merde. Non, il y a 2 personnes dans le monde qui font face au gouvernement mondial. C'est Poutine, Trump et l'autre, Xi Jinping. Moi, j'aime bien le petit coréen, ouais. C'est très bien. Il y a 4 problèmes, c'est 3 personnes qui font face au gouvernement mondial. Et c'est pas des moindres, hein. C'est quand même Eh ben... Mais la CIA, déjà, ça prend. Après l'OMS. Putain, je sais pas siffler, moi. Putain de basque. Je suis jaloux, je sais pas siffler. Et apparemment, Sarkozy en cavale. Sarkozy en cavale? Il a été condamné à faire de la prison, c'est vrai? Et les complices de Sarkozy. Darmanin et qui ça? En cavale, par rapport à la Sarkozy, là. Il peut passer des mallettes d'argent et tout. Ah ouais, il a passé plusieurs millions, ouais. Ah ouais, et puis, il va aller en prison. Sarkozy en prison. Bah, c'est vrai qu'ils l'ont chopé, il était pas aussi vieux que Chirac. Non. Mais bon, j'ai une nouvelle théorie sur ça d'ailleurs. Sur quoi? Pourquoi faire passer un président hyper jeune? Ah, bah parce que bah, ils s'en foutent, hein, c'est un banquier, c'est tout. Imagine, le mec, il a travaillé chez les Russes. Ouais. Ouais, je te sais. Donc, c'est placé à la présidence, tout à la présidence, paf. Et tout, les gens à la guerre civile. Qu'est-ce qui se passe en cas de guerre civile pour le président? Ah, c'est... Bah, lui, il est plutôt confort dans un bunker et les militaires ont les mains sales, quoi. Si en cas de guerre civile, tu ne pas de l'état d'urgence. L'état d'urgence, Bah ouais, c'est couvre-feu, loi martiale, la totale. Tu peux pas pourquoi ils ont mis un président assez jeune? Je vois pas en quoi le fait qu'il soit vieux ou jeune définit ce qui se passera en guerre civile. Parce qu'il faut aller à son place plus longtemps. Ah! Si la loi, si l'état d'urgence est déclaré en cas de guerre civile, le président en place qui gouverne à vie. C'est-à-dire qu'il a 40 ans, mais jusqu'à la fin de sa vie, il gouverne.
est connu qu'un homme tyrannique. C'est toléreux. Il est en train de nous foutre la misère déjà depuis un petit moment. Et comment on se met en place tout ça? Bah, c'est simple, hein. Ils vont le faire payer jusqu'à temps que la France soit un câble. Parce que tous la cartouche, ne m'écorte pas quoi. Vraiment la cartouche, hein. Je sais pas si c'est lui en particulier qui pousse à la guerre civile. Ouais, ouais. Déjà dans les écoles, là, ils veulent vacciner et dépister tous les drôles. Ça bouge beaucoup les parents là, où il y a eu combien d'enfants qui ont déjà été pucés, vaccinés, testés? Alors, c'est dans les EHPAD là, il y a des vieux qui résistent, des vieux qui résistent pour pas se faire vacciner, ils sont isolés. Ils sont isolés? Ils font du chantage. Ah, c'est pour éviter que ça contamine les autres. C'est chaud. Drôle. Et là, j'ai une voisine, là, ils vont envoyer un mot sur le cahier des petits. Donc quoi, là, aujourd'hui, ils veulent se faire vacciner, dépister à l'école. Ah ouais. Oh. Ils sont vraiment sans limite. Et ils ont déjà fait ça sur combien de personnes? À ton avis, est-ce qu'on va voir l'avènement de la première génération de clones artificiels pucés pour avoir le bon génome de l'ouvrier de base répandu dans la population? Je pense qu'ils cherchent justement l'éternité comme un bébé. Ah, on va choper le génome de Jésus? À l'époque où ils ont fait brûler toutes les sorcières, tout ça là. À la chasse aux païens, quoi. Ils ont fait brûler toutes les femmes, soi-disant, avec des pouvoirs, tous les hommes sorciers, tout ça, ils ont tous fait cramer là, si tu veux. C'était son intérêt d'ailleurs de nos ancêtres. Et je pense que l'antiquité encore aujourd'hui et que leur puissage là, enfin leur puissage, leur nanotechnologie, c'est fait pour ça en fait. Faut détruire les derniers dépendants des hommes. C'est une théorie, hein, mais contre un vaccin qui modifie l'ADN, pourquoi? Bon, mieux te la mettre, j'ai... Dans tous les cas, on peut dire tout ce qu'on veut. Les petits Italiens qui ont déjà la tête du pouvoir, là, donc il y a le contrôle quasiment sur tout, la totalité de tous les gouvernements mondiaux. Et on a leur nation avec des bébés pour eux, donc c'est de la touffe. Hein. C'est tout de la touffe. On est masqué par des dictateurs qui disent démocrates, qui sont prêts à faire la guerre avec tout le monde pour un minimum de pouvoir. C'est quand même drôle ce qui se passe aux États-Unis. Si Biden devient président, je suis mort de rire. Partout, d'ailleurs, les Français sont l'une des premières nations qui ont fait des risques sataniques, hein, faut pas croire. Ah, moi je te parle du truandage des votes. Macron qui arrive 4e au premier tour, 2e tour et qui finit président, quoi. Il triche dans les urnes. Il faisait pas ça, c'est pas qu'il faisait cramer quand il était mort. Après, les Anglais n'ont pas trop kiffé la défaite, non? Ils ont eu contre les Danois à l'époque. Les Anglais ont perdu contre les Danois. Les Danois, les Saxons et les Vikings de l'époque de Norvège qui ont envahi l'Angleterre. Ont pris contrôle de l'Angleterre grâce justement à l'alliance bretonne, danoise et saxonne contre la couronne. Et après, on a eu une mascarade avec le roi Arthur, mais ça c'est juste pour cacher la vraie histoire, c'est ce qui s'est passé. Avec comme les Romains quand ils ont envahi l'Angleterre pour récupérer le pouvoir des Vikings sur l'Angleterre, pour instaurer la royauté, encore une fois, en Angleterre, qui était à la tête d'un Romain. Et là, on a toute la mascarade du roi Arthur. Un Romain, machin, breton, qui fait gouverner l'Angleterre par son compagnon, alors que c'était juste un Romain, de base. Ouais.
Et ouais. Alors, de base, c'est les Norvégiens, là, les Vikings qui avaient conquis l'Angleterre en plus temps. C'est quoi? Avant leur préparation, bizarrement, ça fait des Amérindiens comme tout le monde d'ailleurs. Ah putain, t'as fait surchauffer l'ordinateur. J'ai la tête qui brûle. Oh, tu sais ce que j'ai trouvé dans la déchetterie? Vas-y, dis-moi. Un ordinateur avec un disque dur d'1 Tera, une carte graphique marquée MSI Gamer je sais pas quoi. Ouais. Et il y a une barrette mémoire de 8 Go de RAM. Ah mais j'ai trouvé ça dans la poubelle. J'ai trouvé ça à la déchetterie. Non mais c'est pas 2000 balles, mais enfin, non mais ça c'est pas une carte. Qu'est-ce que tu racontes? Les MSI avec 2 ventilos water cooling à la con, il y en a qui sont à 50 € sur le bon coin, sur le moins cher. Mais après, pour trouver ce genre de week-end, il faut le pratiquement à le. D'accord. Je trouvais ça à la poubelle, mais je sais pas si c'est pas une carte de fou. Le mec il aurait pas jeté un matos à 2000 balles. Bah, faudrait voir. Ils coûtent dans un point, et ils font des systèmes, tu sais, par. T'as des tuyaux à l'intérieur là qui refroidissent des cartes plastiques à la liquide. J'ai vu ça là, pour les cartes MSI là. C'est bon, 2000 balles hein, avec le processeur. Pas donné hein. Ouais. Mais bon, à la réunion, il y a bien des millionnaires qui peuvent s'acheter ça, quoi. Ça serait rigolo que ce soit un millionnaire qui développait un truc de fou. C'est pour des millionnaires à la réunion. Ben, je vais voir s'il démarre. Je vais voir. Ce qui est drôle, c'est que j'ai une machine qui freeze et c'est à peu près les mêmes générations, les deux. Si tu arrives à adapter les cartes graphiques pour ton PC, vu que tu dois un processeur assez puissant aussi, parce que tu peux avoir des cartes graphiques, mais si tu n'as pas le processeur derrière, ça a rien. Je m'en bats les couilles d'avoir un processeur puissant. Si j'ai un ordinateur qui démarre et qui lit VLC, je suis content. Ah oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Admettons, t'as une putain de carte graphique, t'arrives à dire du 4K, et derrière ça, t'as un système qui fait même pas 3 quarts. Tu vas laguer tout pareil. Même si l'image va te paraître fluide, si t'as pas la puissance derrière pour vraiment voir ce que tu fais, c'est mort. Ouais, je viens de perdre. C'est d'ailleurs. Ça va surchauffer, le processeur, il va se foyer après. Tu fais une carte graphique vite de côté qui ne demande pas d'enction, tu vois. Enfin, il demande de la puissance. Et ton PC, lui, il va envoyer toute la puissance maximale pour que c'est normal par rapport à cette carte graphique. Si t'as pas minimum 4 cartes, tu vois, sur ton PC, c'est chaud, hein, ça va laguer. Hein. Et qu'est-ce que tu entends par laguer? Qu'est-ce qui va laguer? Comment? Qu'est-ce qui va laguer? Quel logiciel? Bah, ton processeur, il va pas te donner assez de puissance pour tes cartes graphiques. Du coup, et quand je vais faire... Elle va être lente. Elle va pas être aussi bête que tu avais un Tech par exemple. Ah. C'est ça. Elle peut pas donner toute la puissance si tu n'as pas la puissance déjà de base. Je sais pas. Bah, en fait, c'est bizarre ce que tu dis dans ma tête, mais pourquoi pas. Alors, je vais essayer de te motiver ça. Tu as une carte graphique qui avance du 4K, Ultra HD, 3 millions de pixels secondes, enfin bref, derrière ça, il faut quand même de la puissance, c'est-à-dire qu'il y a un PC qui puisse déjà comprendre la donnée. Tu es en train de jouer ton jeu, par exemple, on va dire Warcraft. Tu as de l'eau qui coule, le jeu dans l'eau, tu vois. Et là, tu me parles de la vitesse de transfert. Et c'est justement du calcul qui est dédié à la carte graphique et pas au processeur. Et en plus, c'est la carte graphique qui est directement liée à ton écran. Ce que je veux dire, c'est que... De base, pour que la carte graphique
il faut donner au maximum de ses capacités, ben, le routier dans l'autre, tu ne verras pas. Parce que même si elle a la capacité pour, si tu n'as pas la puissance pour faire fonctionner cette capacité, ben, tu ne pourras pas l'avoir à l'image. Mais dans l'ordre de connexion, tu as le processeur qui est attaché à ta carte graphique et tu as la carte graphique qui est attachée à ton écran. Tu me suis? Donc au final, tu as le processeur qui va calculer, qui va te donner ta latence de calcul du produit qu'il doit afficher à l'écran. Il va te donner le cahier des charges à exécuter. Et en dernière instance, c'est la carte graphique qui est directement liée à ton écran, va afficher la volonté du processeur. On est d'accord? Exactement. Et le rôle de la carte graphique, c'est d'afficher avec la plus belle image possible ce que le processeur veut. C'est-à-dire que si la carte graphique envoie un truc de malade, etc., eh ben le processeur va... ça sera aussi beau avec moins de processeurs ou plus de processeurs. Mais, attends. Mais c'est le bit de transfert. Tu peux mettre un processeur de cœur, tu branches une carte électrique comme la tienne là, c'est vrai que l'image ne sera pas aussi belle qu'avec un putain de gros processeur. Parce que justement, plus on va de puissance, plus il y aura d'images par seconde. Et ces images par seconde donne une résolution. Ouais, mais dans l'échelle, le processeur, il est vraiment moins en galère pour... C'est une optimisation optimale, tu vois ce que je veux dire. Un temps classique l'écran avec le processeur, c'est bon, hein, c'est le reste du Mais attends, je sais pas si tu te rends compte, mais la donnée qui est lourde numérique à traiter, c'est la donnée vidéo. Si le processeur il est chargé uniquement de données, qu'est-ce qu'il doit afficher, qu'est-ce qu'il doit faire comme lien logique, mais qui se fait pas chier à traiter la donnée vidéo, mais il a largement le temps, le processeur, d'envoyer tout ce qu'il faut à la carte graphique pour qu'elle fasse son boulot et qu'elle se donne à fond, hein. Comment t'expliquer ça autrement? Tu branches une machine à laver sur du 0 ampères, elle va sauter. Avant, tu branches une machine à laver sur 35 ampères, 40 ampères, elle va pas sauter. Tu sais ou pas? Mais oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que... comment dire? Les vitesses de calcul et ce qu'on demande à faire au processeur, et ben même avec 2 cœurs, en réalité, s'il a une bête de carte graphique au cul, ouais, il va afficher ce qu'il faut afficher, hein. Du coup, oui, effectivement, si tu mets un 2 cœurs par exemple, il va même pas utiliser un quart de la puissance de carte graphique, donc ce ne sera pas optimal au visionnage. Si tu utilises un 7 cœurs, tu vas optimiser au moins 50% de la carte grise, enfin la carte grise, la carte graphique. On est d'accord que les connecteurs... En fait, plus tu as de puissance, plus tu peux exploiter la puissance de la carte graphique, ça va te donner quoi qu'il arrive un meilleur rendu à l'écran. Et avant, c'est pas tout, hein. Si tu as un écran aussi adapté pour, genre un écran 4K, là, tu as une résolution la meilleure que tu puisses avoir, ça, Et si en plus il est 3D, alors là, 3D concave. Encore plus, si tu as un vidéoprojecteur, alors là, mon gars, c'est le roi du pétrole. J'avoue que trouver un vidéoprojecteur, ça pourrait être fou. Tu vas sur AliExpress, on a 40 balles. Vidéoprojecteur. Eh, on fait un deal, tu commandes des trucs avant, tu me les envoies par la poste, je les vends, et on fait moite-moite sur le bénéf. Tu pourras arriver à vendre, ça? J'en sais rien, hein, tu me donnes un peu les prix, je vois au marché combien ça coûte les prix, il y a un marché où ils vendent plein de petites bricoles. Ouais. Et j'essaie de sortir un stand avec des trucs à vendre et je te dis combien j'ai réussi à vendre. Il faut voir les prix, il faut voir combien ça coûte au bas, combien ça coûte ici. Il y en a 40 balles. 40 balles de vidéos. Et je pourrais faire l'inverse, je pourrais aller au marché, tu me dis, je te dis un peu le prix des pierres et tout, et tu me dis si tu peux les vendre, et je t'envoie des trucs. Faudrait imaginer de l'import-export entre nous deux, quoi. On a une relation de confiance, on a les adresses l'un de l'autre. Faut voir où c'est que ça coûte cher et où c'est qu'on peut faire du profit en faisant un tour à la poste.
Moi, je sais qu'à la Réunion, il faut des huîtres perlées, tu vois. Des perles d'huîtres. Et ça coûte que dalle à la Réunion, et les Chinois, ils prennent ça. Eh, c'est à Tahiti où tu fais les perles. Perles noires de Tahiti. C'est pas à la Réunion? À Tahiti. Ce qui est drôle, c'est que ma mère les vendait. C'est ça, les Chinois, ils vont rentrer, hein. C'est la... Pour eux, c'est de l'or, c'est de l'or. Enfin, en fait, les perles, ça a vachement chuté le prix à un moment. Pas sûr. Après, il y a le vent aussi, tu peux rapporter beaucoup. Mais ouais, ça peut être assez marrant, c'est mieux. Sur les tu vois des vidéoprojecteurs. Admettons, pour revenir à ton truc, tu prends un processeur capteur. Tu peux en trouver même dans la déchetterie, tu trouves des processeurs pour ça. Tu m'avais dit qu'un souvent, ça va peut-être à la Réunion. Ah, mais je viens de trouver un ordinateur à la déchetterie, mon dieu, si oui, tu vois, le cas. Même au cas, tu vois, un informaticien, tu prends un processeur capteur, on a peut-être pour aller à 50-60 balles. Et ton processeur. Et tu mets sur ton PC, tu branches ton interface graphique. Derrière ça, tu peux passer un vidéoprojecteur à 40 balles, tu as une résolution max, avec tes comptes tu veux en plus. Après, la bêtise, on s'en fout en elle-même. C'est une carte mère de merde, c'est pas ça qui compte en fait, c'est le processeur, en question, la carte graphique, l'écran. Après, le refroidissement de tout ça, c'est un putain de ventilo, ça c'est sûr. Il suffit d'ouvrir le capot et de le mettre au soleil. Avec quasiment rien. Je sais pas, un bout de clé que tu mets devant ton plateau, d'accord. Mort de rire, j'ai trouvé un ordinateur à la poubelle. Ils sont fous. L'ordinateur, tous les jours. Tu peux en récupérer un peu le concours, alors sûr que t'en trouves des ordinateurs. Là, c'est pas cher. Ouais, il faudrait que, en fait, il faudrait que je vende déjà tout ce que j'ai dans mon truc. Hein? Du coup, j'ai fait plein de récup depuis un moment et j'ai le jardin rempli. Si j'étais un peu plus commercial sur les bords, en fait, j'aurais plein de trucs à mettre sur le bon coin, quoi, à vendre. Fabrique une éolienne. Fabriquer une éolienne. Fabriquer une éolienne. En plus, il y a plein de roues de voiture. Si t'as la dynamo qui va bien avec un système de roulement, tu peux t'enfoncer le bordel, t'as de la tôle, fabrique de la ferraille, c'est bon. T'as de l'aluminium, donc plus c'est léger, plus ça tournera. Ouais, mais c'est mauvais pour la santé, les éoliennes. Tu rigoles ou quoi? Ah non, je suis sérieux. Les éoliennes, c'est mauvais pour la santé. Allô? Bah, va taper ça sur internet, j'en ai marre de faire ton éducation. Non, je déconne. Bah, en fait, oui, c'est mauvais pour la santé, me prends pas pour un con. Il y a un phénomène de vibration, de résonance avec l'air qui, quand la pale passe au niveau du poteau, crée un petit cyclone. Et ça fait comme un pulsar magnétique à terme, parce que c'est souvent du métal. Et ça projette tout autour, ça attaque le cerveau, ça attaque le cœur. Ouais. Bah, en fait, c'est à grande échelle, c'est le problème qu'il y a avec les big one éoliennes de fou. Là, le problème, il est sérieux. Avec une petite éolienne, j'imagine que c'est rien, c'est vraiment ridicule. Mais moi, je me passe même du ridicule, tu vois. On va pas de la 5G? Ah, c'est vrai que par rapport à la 5G, c'est facilement l'échelle 1 à 1 million, quoi. Putain de 5G. Mais tu sais qu'ici, on a du mal à capter la 3G, je suis plutôt content. J'avoue. Je sais pas avec tout ça. Non, mais c'est des générateurs. Ouais, ça serait top, ça. En fait, il faudrait que je crée une crue, une descente d'eau, que je crée un bassin, que je mette une loupe, que ça cuit au soleil, que je récupère l'eau distillée dans des conduits, qui ramènent en haut du terrain pour faire le circuit infini.
T'as un puits chez toi? J'ai pas de puits. Putain, c'est dommage. Il faudrait que je construise un puits. Oula, t'as pas de trucs en dessous, ça sert à rien. C'est comme ça, ça peut voir le coup. Ah, c'est vrai que construire un trou, c'est super chiant de construire un. Ouais, c'est surtout le fourré qui c'est pas trop, t'as des pompes qui sortent, tu vois? Ça fait des fourrés, et en même temps, ça pompe. Et pour faire le trou, il y avait beaucoup de choses à faire, hein. Et le renforcement, c'est pareil, hein. Ah. C'est pas comme ça, tu vois. Au fait, tu veux que je te passe en direct sur ta chaîne pour dire bonjour et bonne année à tes abonnés? Vas-y. Bonne année! Ah, t'es pas en direct sur ta chaîne, là. Tac. Ah, mes abonnés, les gens sont chez eux, dans l'autre, tu regardais pas. C'est tout le temps. Très bien. Espèce à part. Je regardais des documentaires Arte quand tu m'as fait. Moi, je regardais des Indiens fabriquer des maisons avec de la glaise. Et bon, ça... Ouais, j'avoue que... T'imagines, tu creuses, tu trouves de l'argile, tu fais ta maison en pâte à modeler, tu mets un coup de feu, et une fois que t'as bien mis le feu, que ça a tout bien cramé, ben, les murs ils sont devenus durs, de la terre cuite. Et voilà. La classe? C'est grave, et tu coûtes que dalle. Comment j'appelle? J'ai trouvé la maison là. C'est une maison en bois, ça coûte 55 000 balles. C'est en main. Faut juste le terrain et après je dis je peux des panneaux solaires éoliennes, c'est bordel là. Générateur en haut. Je suis autonome et j'ai 260 balles de loyer tous les mois, ça va pas. Ah, tu parles au niveau du crédit? Le crédit, si un crédit et un terrain à 10 000 balles. Mais t'as trouvé des crédits à taux négatif? Hein? T'as trouvé des crédits à taux négatif? Non, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas les crédits à taux négatif pour les pauvres alors? Non, ça n'existe pas. Même la CAF, ils le font, mais ouais, t'es en direct sur ta chaîne. Ah bon? À 0 spectateur pour le moment. Je te dirai qu'il y a quelqu'un. La maison de bois, ça fait 7 000 euros. Le terrain, il faut déjà trouver à 10 000, maximum avec un puits. Derrière ça, une plus panneau solaire, il y en a pour 20 000 balles de travaux. En camping-car à 20 000 balles, ça fait le tout à peu près aller à quasiment 100 000 balles, quasiment. 100 000 balles et sur 25 ans, 100 000 balles, c'est 250 euros par mois. Hors assurance. Ah ouais, hein, et tu vas le faire? Ouais, parce que j'en ai marre de donner 500 balles de loyer tous les mois, ça m'appartient pas. Ouais, je comprends. Bah, bonne chance, fight toi. Zéro entrepreneuriat, c'est-à-dire tu prends l'eau, hop, tu sors de charbon, tu la filtres, tu prends l'eau de ton cul là, qui est reliée à la pompe en dessous. Tu la ramènes chez toi, tu vas décontaminer grâce au charbon, tu la filtres grâce à tout ce que tu as vu. En fait, le mieux pour traiter l'eau, ça reste de la distiller en fait. Hein. Distiller avec des produits naturels comme le charbon. Distiller de l'eau, ça veut dire la faire chauffer et récupérer que la vapeur et laisser le reste. Oui, ça c'est les meilleurs moyens. Mais derrière ça, honnêtement. Ah bah en fait, c'est le seul moyen qui fait 99%. Le charbon, c'est de l'ordre de 60%. Non, il faut pas mettre du charbon, c'est pas le choix. De 200 litres et basta. Ah bah avec le soleil, hein, tu mets des cuves remplis d'eau au soleil. Par mois sur 25 ans.
Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer un truc. Il m'écoute. Aucun respect de... Tu m'écoutes, mais... Ah, il y a 30 spectateurs. Pourquoi t'es... Aïe, aïe, aïe. Je disais, tu mets ta cube, là, au soleil, avec, je sais pas, what 1000 litres d'eau, avec la bonne bulle en verre qui fait le truc comme un four, ça s'évapore, tu récupères de la vapeur pour un côté, ta consommation d'eau purifiée journalière, tu l'as, quoi. Ouais, mais pour prendre ta douche, tout ça, pour tourner, machine à laver, est-ce que l'eau d'ici suffirait à alimenter une maison avec 2 sacs de bain Ah non, mais ça c'est pour la... Mais je te parle... Ah mais attends, l'eau distillée c'est pour la consommation de l'eau que tu bois. L'eau qui alimente la maison pour se curer les chiottes, tout ça, bah si tu savais les économies qu'on peut faire quand tu connais l'argile. C'est pour ça que je te dis. Parce que l'eau que tu bois, elle va arriver par un robinet, c'est le même robinet qui est raccordé quand tu arrives à la machine à laver, aux deux salles de bain. Il n'y a qu'une arrivée pour tout ça. Oui, mais la machine, tu vas pas foutre de l'eau distillée dans la machine à laver, tu fous de... Tu laves ton linge à l'huile, on s'en fout, mec. La non, faut réfléchir. Si tu réfléchis bien, on attend juste à prendre une putain de cube de 200 litres. L'huile, c'est bon pour la peau. Mets du monoï dans la machine à laver. Avec une seule antenne, ça s'en fout. Ça dit pas. Je compris. Sur un standard pompier, sur un générateur en plus qui trouve avec le pompier, tu pommes de l'eau, tu renvoies l'eau que tu comptes sur le générateur, tu retombes en plus pour avoir des l'électricité en plus. Donc, je veux dire, en plus des panneaux solaires, en plus de l'éolienne, de prendre autonome, c'est-à-dire 0 facture d'électricité par mois, 0 facture d'électricité par mois. Allez. Juste un putain de crédit à 250 balles par mois. C'est-à-dire que même le mec, tu vois, il a un CD, il son crédit de 10 000 €, il tombe en haut et il est seul le lendemain, il peut quand même payer sa baraque de 250 balles par mois. Avec une balade de 132 mètres carrés, 5 chambres, un étage, bordel quoi. C'est ça, je compris, hein. Alors, il faut que je te dise que j'ai la moitié d'un cerveau ouvert. Pourquoi? Il y en a qui appellent ça Ganja Paradise. Ah, ça arrive, ça arrive. Donc, j'ai arrêté, je peux pas arrêter de fumer aussi, je vais arrêter de fumer. Oui. C'est la force, moi. C'est son mentalité. T'as raison, je crois qu'il va falloir que j'arrête aussi un jour. Ça fait 480 balles par année. C'est... Comment tu le fais quand il y a quelqu'un qui marmonne sournoisement dans ton oreille? C'est énervé. Marmonne? Hein? Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce marmonnage, ça t'agace? Et du coup, si ça t'agace vraiment, c'est que ça fonctionne. Ou que t'es intelligent pour consommer le truc en humour, ou que ça s'arrête. Il faudrait que ça coule sur moi comme de lui. Aïe, aïe, aïe. Trouver un point fixe, tu parles de ta beauté là, tu marmonnes. Aïe. C'est une femme, tu l'emmènes ensemble, donc forcément, et tu meurs. C'est des tumeurs. Ça change rien, si ça fait pas. Ça change rien. C'est juste un temps, tout est bien. Et comment tu commences à être conscient tout est le Putain, tu sais ce que j'ai trouvé dans la poubelle? Hein? C'est ce que j'ai trouvé à la déchetterie? Ouais. Tu vois les sièges auto de bébé tout confort, harnais et compagnie? Flambant neuf. Ah ouais? Je te promets. Ah ouais, refait. Ah bah avec ça, déjà rien que pour dormir, être sûr qu'il s'échappe pas, c'est parfait quoi. Moi j'avoue. Et même à part, hein, tu prends 4 palettes, ça suffit. Hein. À part.
Ouais, bon, ça va être dans le plan, ça aussi. Je vais te mettre un coin joué, un coin tout mou, un coin... De toute façon, avec un peu ce que t'as chez toi, t'as même pas quelque chose quand même. Au moins une chambre nickel, quoi. Oh, il y a 100 mètres carrés. Ah ouais, Il va falloir que je fasse tous les coins, tous les coins de porte. un pied au fond, sol nickel, chauffage fonctionnel. Ça fait l'air. Aïe, aïe, Après, aïe. c'est la rideau avec les coupons chauds. Il y a pas besoin. Le chauffage. Ah, n'oublie pas, t'as tout le temps besoin d'être couvert, par contre, t'en remarqueras, hein. Ouais, voilà. Le soleil, il va faire de la vitamine D quand même. Le D. On enlève ta machine alors. Un petit peu d'eau, un petit peu de température, un petit peu de prise de température, un petit peu d'ombrage, un petit peu de terre sur le nez pour protéger du soleil. La neige, c'est la neige. Et la neige. Bon. Ah, ça va, au niveau de la couverture, t'as des matins froids à 21 degrés ici. Regarde, de la neige partout dehors. Ça caille. Ouh. Et bonjour les téléspectateurs. Ah bah tiens, j'ai oublié de faire ça. Si quelqu'un veut causer. J'ai commencé à regarder, c'est des glaces, c'est des maisons de verre. Tu vois, c'est des maisons de verre à 30 000 balles, genre, c'est une maison de 20 mètres carrés, tu peux louer ça, pareil, dans ton portail, tu vois. Et donc, tu l'attends, t'as à 400 000 balles. En fait, tu peux en construire quasiment d'appartements comme ça que tu peux louer à 250 balles chacun, ça te fait une rente de 25 000 balles par mois. Tu vois le délire? Ah bah. Vous voyez en haut de l'affiche. Avec tout ça, 10 à 30 000 balles, c'est 300 000 quand même. Ouais, c'est pas rien, hein. C'est sûr. Et derrière ça, c'est une rente de 25 000 euros par mois. C'est-à-dire, au bout de 12 mois, tu as remboursé tes 300 000 balles. Vas-y, un feu, hein. Si tu vois comment faire tout ça. D'accord. Si tu arrives à vendre 300 000 balles, hein, si tu arrives à vendre 400 000, tu as 400 000 balles de référence. Ah, pour la vente 400 000, il faut sortir les doigts et tout mettre à neuf. Et à 300 000, même, si même admettons que ton fluctuant, ça te fait une rente de 750 balles sur 5, 25 fois 5. Voilà, c'est trop compliqué. 150, ça fait 15 000 euros par mois, 15 000 euros. Ouais, il va mettre un peu plus de temps à rembourser. C'est pas cher. Et sur une dizaine de maisons, sur 10 maisons, tu peux en faire rembourser ton crédit en un an. Enfin, pas ton crédit, genre, avec t'investis 300 000 balles, et 300 000 balles, tu les revois un an plus tard, et avec une rente toujours de 25 000 euros par mois. Et là, le gouvernement dit collectivisation des biens, salaire universel, vaccination obligatoire. Ah, ils peuvent pas se tes biens si tu te rends autonome. C'est-à-dire si tu te rends... Peu importe où t'es, tu payes une taxe foncière. En étant souverain? Ah ben, je sais pas s'il te lâche la grappe quand t'es pas souverain, mais à un moment, il vient, il vend aux enchères ton bien. Si ta terre, t'es souverain, c'est ta terre et que tu viennes pour vendre ta terre, toi, t'as le droit de te tuer. Eh ben, regarde le... Comment il s'appelait déjà? Layat, là? Philippe Layat, là? Le paysan qui se fait casser la gueule? Je sais pas. C'est pas suivi, ça. Ah, il y a longtemps, maintenant. Et voilà. Il y a des gars qui ont été expropriés. Allez, sans parler d'expropriation, t'investis dans des machines à laver, dans des laveries, voilà. Dans des laveries, 4 machines, 5-6 machines à laver. 6 machines à 10 kilos, t'investis 30 euros par laverie. Et c'est déjà 3-4 fois que tu me parles du plan des machines à laver, hein. C'est...
Vas-y, c'est où Pignon sur rue? C'est où qu'on la loue, la machine? Ah, mais ce que je veux dire par là, que personnellement, hein, bon, je parle perso, c'est perso. Moi, déjà, j'ai un projet de maison, là. Lui, en 2022, il est fini ce projet, c'est ce que je veux dire. C'est bon, j'ai l'appareil, etc., je me suis rendu autonome. Je veux dire. Oh bah bien joué, hein. De là, et 15h15. Je trouve un moyen de rembourser 250 balles par mois, tu vois, pour 25 ans, sans refaire. Du coup, je pensais déjà à la solution de base, c'est prendre une glace de 20 mètres carrés, tu vois, là, c'est le terrain qui sera à côté de chez moi, tu vois. Hein? Et louer ça 250 € par mois, ça rembourse le crédit, et j'ai zéro facture, et j'ai fait tout bien. Bien joué, man. T'as un terrain gratos avec la location du petit à côté et t'as ta maison principale. T'as géré. Voilà, sans payer un seul centime, en se rendant totalement autonome. C'est-à-dire one barack, autonome, un crédit qui se rembourse automatiquement, sans rien dépenser. C'est tout ce que je gagne, c'est de l'argent en poche. C'est juste donner les impôts. Après, il faut voir s'ils réclament combien Si les je suis impôts. malin, je loue les 5 glaces pouces, ça pourrait rembourser les impôts sur tout le reste. Pour un investissement personnel de, allez, à 80, 30 000, 30 000, 60 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour une rentrée de 140 000 €, tu peux prendre autonome aujourd'hui. Tu veux des impôts, d'électricité, enfin des factures de tout, de ton crédit, de tout compris. Avec 140 000 €, tu prends autonome. En ayant 3 ans à toi, hein, c'est-à-dire 2 gars. Peut-être que tu peux trouver moins cher en fait aussi. Hein. Tu peux peut-être trouver moins cher. J'arrête pas de faire mes calculs là, et pas moins cher que ça. Il n'y a pas moins cher que la coupe que ça passe. De toute façon, ça, si c'est un plan où la location est possible, vas-y, fonce. Tu pourras toujours essayer après de trouver moins cher et t'étendre comme un empire. Le but, c'est au moins de pas avoir un empire, tu vois, avoir un chez moi. Attends, regarde, t'as 3 enfants, il faut que tu fasses 3 maisons du coup. Non, c'est des maisons déjà montées. Ah, mais t'as pas compris ce que je viens de dire. Très bien. Pour des gaspons de 20 mètres carrés, plus une maison de 52 mètres carrés, tout ça sur le même terrain, tout ça alimenté automatiquement, et tout ça surtout, sans aucune facture d'eau, d'électricité, ni de quoi que ce soit. Juste un putain de crédit de 250 balles par mois, qui va être potentiellement remboursé avec la première glace et les impôts. Tu vois que peut fonctionner tout le reste à la guerre, que lui-même, il sera remboursé à la deuxième glace pouce. Ça sera 0 de ma poche par année, avec une petite rente. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je vais gagner quand même du bénéfice sans devoir bouger quoi que ce soit. Bien joué. Une rente de 140 000 €. Le problème de 140 000 €, c'est que quoi qu'il arrive, une fois qu'il sera à mois, tu vois, je vais gagner beaucoup trop sur les glaces pouces, et c'est à ce moment-là qu'il faut falloir les revendre, en fait. Il faut qu'il y ait un plus de crédit au bout de 25 ans, si j'ai plus de crédit sur les glaces pouces, sur pas sur ma maison, c'est remboursé. Je vais devoir revendre des glaces pouces, sinon les impôts vont fonctionner en fait, parce que j'ai gagné sur les 25 ans. Ah, il y a la plus-value. Voilà. Du coup, en gros, au bout de 25 ans, non seulement je récupère au moins facilement 60 000 €, tout en vendant les deux biens, mais je garde toujours ma maison. Hein. Parce que dire, sinon, les impôts qui vont fonctionner ce que j'ai gagné pendant 25 ans sur les deux baraques, sur les 3 baraques, et du coup, ça aurait été fait à perte. Si c'est 60 000 balles, un petit écart pour partir en voyage, partir en retraite, voilà. Bon, après, t'as pour chez toi, de 25 ans, le petit serait grand. Je suis la baraque, 900 piquants, mon bateau, je me casse. Je te prendrai en passage. Tu es ta maison à ton rôle. Hop. On se casse au possible. Ah, ça serait drôle si un jour on faisait ça. Oh, mais on fera, c'est chiant.
L'amiral Bird. Ouais. Un petit tour d'amiral. On regarde un dessin animé qui s'appelle One Piece. Où le mec part de Dylan Hill pour faire le tour du monde. C'est vrai, ça. C'est pas la même chose d'aller Dylan Hill pour voir ce qui se passe. Ça. Moi, je suis pas aussi optimiste que toi. Pour moi, au milieu de la mer, on croise des gars qui nous chopent, qui veulent rentrer en contact avec nous à la radio. Et si on rentre pas, et si ils rentrent pas en radio, en contact avec nous à la radio, ils nous envoient un petit bateau en accostage. Oui, vous êtes dans les eaux, mon vieil, etc. Peut-être ils nous tuent, peut-être ils nous disent de faire demi-tour. Mais jamais on touche la mer, enfin, jamais on touche l'Antarctique. Moi, je pense que 50 km au-delà des côtes, ils peuvent plus rien faire. Moi, je pense que c'est une zone où tu t'approches, t'as n'importe lequel des sous-marins que si tu passes à l'endroit, ils te tuent. Le seul moyen de nous choper, ce serait un coup de sous-marin et de torpilles. Voilà. Ah non, mais ils ont mis sur la mer, t'as 1000 moyens d'être leur pute. Tu te rends pas compte ce qu'ils ont sur l'eau. Ils cherchent à s'enfuir, à fois des bateaux à la dérive. C'est mis ça. Parce qu'il y a une telle antenne en plein océan, donc avant de nous choper, ce sera un éco-radar sur les sous-marins. Hein. Choper un bateau de 25 pieds de long sur un éco-radar, franchement, je pense pas que la Navy ou même les bombardiers français, les sous-marins français soient assez cons pour balancer une torpille sur un bateau. Hein. Je sais pas comment ils... Non, mais ils vont peut-être juste nous flinguer, mais... Nous flinguer, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils remontent à la surface. Ils vont revenir, les gars. Ah non, mais tu peux les voir venir, tu peux voir ta mort arriver avec ton petit bateau à voile, les gars ils vont venir t'accoster, ils vont te rush avec une petite rapide. Alors faut s'équiper de lance-roquettes. Il te faut du Kevlar, des armes à feu, voire même des armes automatiques sur le bateau. Et voire même un filet anti-torpille autour. Tu les mettais en dos à dos, tu vois, des quatre tourelles là, sur le dos du bateau, ça suffira. Le premier truc qui nous approche, ça flingue. Hein. Donc c'est un orque qui s'approche de peu près, il ça flingue. Ouais. Donc les sauteurs, c'est pas les gens, c'est les orques. Ouais, ça pour contre, les sauteurs. J'avoue qu'il y a aussi la faune animale. C'est vraiment violent, il n'y a pas de temps avec d'ailleurs, des grosses baleines à bosse là. C'est vrai que si tu deviens la pute d'un géant des mers quand tu te plonges en Antarctique, tu vas mourir. Avaler la planche et tout comme ça en un peu mâchoire. Waouh! C'est chaud? Ah ouais, non, mais ça ressemble au dernier voyage à l'Antarctique. C'est un peu comme si tu vas sur la Lune. Bien heureux celui qui croit qu'il est revenu de la Lune, quoi. Ou alors, ouais, effectivement, avec un bord dirigeable, et ça se passe directement par la voie des heures. Et puis, les gars, c'est pas le même prix qu'un bateau. Hein. En même temps, ouais, sous-marin. Ouais, c'est faisable, ouais. Ouais, avec un sous-marin, ouais, c'est trop chaud à le faire. Ah putain, mais même sous l'eau, le pire c'est que tu là sous l'eau. Moi ouais, je sais pas. Au minimum le filet en. Non mais minimum de quoi? Il te coule quoi les. Peu importe que tu sois sur l'eau ou sous l'eau. Après c'est vrai qu'il y a l'orque pour. L'orque qui fait moins chier sous l'eau.
magique. Mais en fait, l'orque, ça dépend de la taille. C'est vrai qu'il faut être gros pour le faire. Mais un plat détectable, pas très lourd. Le tien, là, le catamaran, je pense pas que ça puisse détecter un radar par un radar, c'est pas possible. C'est vrai que le truc est... c'est vrai qu'il y avait avec le catamaran, mais là, il faut le réusiner de A à Z, il faut le renforcer partout. Ouais, c'est clair, tu le renforces au niveau de la coque, tu fais encore mieux, tu construis une grosse toile dessous, tu vois. Et même, et franchement, un truc à faire, tu es obligé de le faire, c'est tu mets en place une stratégie de dématage rapide, quoi. Et si derrière tu arrives à faire une couverture, une bulle au-dessus du pont pour faire un submersible sous l'eau et quand ça coule, c'est bien aussi. Alors faut faire un sous-marin, aussi. Avec le catamaran, faut faire un sous-marin. C'est possible, hein, techniquement. Techniquement. Il faut avoir tout étanche, y compris les instruments de bord, c'est-à-dire la cabine, le pilotage, tout le bordel. Ouais. Ouais, on fait des choses. Ah bah ouais. Je crois qu'on aura tous les choses pour monter le roi les Grecs. Comment faire? Mais non. Ou alors, faut connecter par les Grecs, comme ça on a tous les financeurs derrière, et le volume de clés, c'est pas possible. Si on arrive à faire des Grecs, on aura tous les bateaux pour les pas le sud. Ça va être pareil, quoi. C'est vrai. Je suis en train d'hésiter. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, j'ai le projet de ma baraque là. En 2022, c'est fini. Je temps vraiment, c'est fait. Je commence là, bientôt là. J'attends le coup de fil du patron là, parce que c'est CDI. Et dès que j'ai fini le CDI, j'actionne tout ça en l'espace de 6 mois, j'étais à la maison. Au bout d'un an, c'est bon, c'est rendu autonome, quoi. C'est bien que je te souhaite. Et si j'arrive à le faire, je t'expliquerai comment je le fais pour envisager de faire la même chose et quitter une rente ou un plus de ça de fric tous les mois, tu vois. Parce qu'avec une baraque aussi grande que la tienne, moi je te dis, ça prend longtemps que je vais faire besoin d'autres. Hein. On va même pas chercher à comprendre. En plus, ta maison qu'elle a avec toi, t'as rien à payer, c'est gros. Qu'est-ce que t'attends? Là, il me reste 532 € de taxes foncières à payer. 532 € de taxes foncières. Ça fait mal. Et tu vas pas demander un dégrèvement au niveau des impôts? Ah, mais il y a déjà tout dégrévé, c'est celle de 2017 que je te parle. Non, 2018. 18. Et tu vas prendre contact avec ton assurance sociale, tu l'expliques le gars, tu dis, je m'en vais faire, je ne peux pas payer ça. Ouais. Et elle va te donner les méthodes. Elle va appeler la CAF et tout, elles vont lui dire, écoute, il ne peut pas payer, machin, c'est pas comment. Ah ouais, c'est chaud. Sinon, il faudrait que tu prennes contact avec la CAF, tu fais pas précaire de montant de ta dette. C'est de la déplace pour rembourser justement par la CAF, et toi derrière, alors, tu donnes un peu plus de 5 € par mois jusqu'à ce que tu rembourses les 530 et quelques euros, là. C'est peut-être une solution, et voire même... je paye déjà tous les mois un petit peu, quoi, de toute façon. Je paye tous les mois un petit peu, de toute façon. Ouais. Ça me prend, je mets 60 balles par mois. T'as un doute sérieux, là? Pardon? T'as un doute qui va arriver, ça rigole plus, là. Ah, c'est pour ça que je deviens sérieux. Je m'occupe de tous mes... trucs. Parce qu'au début, il va dormir avec vous, ce qui est normal, parce qu'il a besoin de réconfort. Il a besoin d'être couché, Déjà, au début, il va dormir dans son fauteuil portable, puis il va dormir n'importe où.
Ouais, t'as le temps, hein, c'est pas la minute, bon, mais ça va. Elle accouche pas, là, au mois de mars? Fin février, début mars. Fin février, début mars? C'est pas un poisson, alors? Ouais. Un buffle. Faut que je te laisse passer, pas mes infos. Buffle de métal, poisson. Si c'est ascendant dans le Capricorne, je rigole. Ah, par contre, les Capricornes, qu'est-ce qu'ils font casser? Ouais, non. Ça écoute rien. C'est Jésus. Ouais. C'est chaud, les Capricornes. Les Capricornes, mais je te dis, j'ai des jumelles avec celui-là, donc on vend, c'est des Capricornes, tout pareil. Comme le 8 janvier. Ah, je suis trop deg, je viens de faire un ordinateur à brûler. D'ailleurs, c'est pas mal, hein, voilà, ça, c'est bon. Mais celui-là, c'est un genou. Les genoux, qu'est-ce que c'est costaud, hein? Ah, c'est costaud. Oui. Je suis devant. C'est quoi déjà? Moi, je suis un taureau ascendant vert. Ah, voilà. Le taureau. Ah. C'est les autres choses, hein? Pardon? C'est jeune, pour non? Moi, c'est avril. Avril? Et ta femme avec toi? Ouais, c'est taureau aussi, avril. Ah non, c'est bélier. Ah, c'est pour ça! Ah oui, t'es fou! Ma mère, elle est bélier, je sais ce que c'est que bélier, hein. Ah, ma tante est bélier, je sais c'est quoi bélier. Ah, c'est chaud, le bélier! Ah ouais, c'est incontrôlable, ça. C'est mort! Elle a essayé. C'est chaud, c'est chaud! Ah oui! Ah oui! Putain, c'est chaud! Ah, le bélier, ouais, non, non. On m'appelle. Oui? Là, tu commences à avoir faim, il a mangé à 2 heures. Non, 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 non. Bah, nourris-le! T'as mangé à 2 heures, ça vous mangé à 2 heures, non? Vas-y, Il y en a sors. 10 heures. Dès que ça ouvre la bouche, tu remplis. Oh oui! Le fond de truc, je l'avais pas, là. Mais pourquoi il arrive? Donc, il m'a. Hein? Ça roule pas, mon chéri? T'as du mal? Tac, 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 allez, hop! Va faire chier ta mère! Je t'ai réveillé à 5h du mat, ce petit-là. C'est comme un coq. Tu peux plus dormir. Ouais, je retrouve un coq, quoi. Un coq pour un bébé, c'est parfait. C'est truc, il gagne de somnifères. Oui. C'est pas quand c'est une nourriture, ça va, c'est pas tout le temps. C'est grandi, t'as vu, là? 7 points déjà, là? Il demande de l'attention, ça va. Tout le temps, ça prend toute l'attention. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, qu'il? Aïe. Ouais, il faut encore partir ici, on a un fauteuil, et c'est la semaine des pieds. Ouais, même 2 points d'avant le moment. Allô? Yep. Oui. Comment je peux t'aider depuis avoir faim? Ça roule. Bonne journée à toi.
Et comment ça s'agacer pour le rang? Je suis une c'est pas? Ah, j'ai pas tout entendu. Ah, prendre soin de toi. Ça sera fait, merci. Pareil, prends soin de la famille. Oui. Comment t'as construit un lit? Une table à manger, c'est le principal. Et comment t'as équipé aussi au niveau des couches? Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Je vais voir les premiers jours. Si t'en as d'avant, ça te coûtera moins cher, tu vois, l'arrivée. Comment il faut balance, bordel, les poids, ouais. C'est vrai que pour la tétine, me dit bon, j'y réfléchis en ce moment. C'est un peu une galère. Oui, ça dépend, elle veut donner ça ou pas? Si elle veut lui donner ça, il faut qu'il calcule tout ça, ce bordel. C'est vrai que s'il y a plein de nicotine, donner ça va. Après, je me dis, s'il prend son shoot de nicotine, peut-être ça calmera les crises, vu qu'il en aura, il aura un sevrage en sortant de son ventre. Je suis déjà habitué à ça. Ouais, bah nous, c'est dur de se trouver. C'est dur, c'est très dur. Avec la nicotine déjà, c'est chaud. C'est bon, on ne peut pas arrêter de fumer pour moi, c'est bon? Oui. C'est pas évident aussi d'arrêter de fumer. Vraiment, ça se fume, hein. T'as déjà essayé? Oh, ouais. On est fainéant. J'ai des plantes de tabac qui m'intéressent. Moi aussi, j'en ai qui ont pris dans le jardin des plantes de tabac. Pour 45 €, c'est pas cher. Mais je suis en train de... Il y a un, deux... Mais ils sont tout petits, le tabac à la maison. J'arrive pas... Je sais pas ce qu'il y a là, peut-être la terre, elle est pas assez... Il manque des trucs dans la terre, je sais pas quoi. Ah, mais là, c'est pas de la terre, là. Là, c'est des affaires, en fait. C'est 170 grammes de tabac, c'est équivaut à un mois de hauteur. 45 balles. En fumant toutes les heures. Hein. Il y en a qui font de la soupe avec les graines de cannabis. Ouais, ils font de la bière, ils font tout. Du thé. Quand tu te rends compte, ils rendent illégal le fait de faire pousser de la nourriture des médocs. Tu peux mettre même un peu d'agneau avec. Drôle de petit. Petit avec des têtes à l'intérieur et tu rajoutes un peu de calme. Et moi, pendant 6 mois, et après c'est bon. Un peu de il y a longtemps. C'est le début. J'ai bientôt fini de remplir mon trou. C'est tout pour résumer. J'étais dans la mer. Non. Je suis sûr, je vais bien la vivre. Hein? Je suis sûr, ça va bien se passer. Ouais, moi aussi, hein. C'est ce que je me disais. Salut. Et d'une part, oui, tu pars non. Tu verras. Tu verras. Mais parce qu'il qui est très cool. Ouais, on verra bien. Moi, je suis confiant. Je fais confiance en pilote automatique. Ouais. T'as pas de raison. Des bisous, prends soin de toi. Ouais, oui, Complète. prends soin de toi, mais bon courage. Merci. Ciao.
Aïe. Ouais.